Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, donc nous sommes toujours au mois d'octobre, on parle toujours de nutrition et on a la chance de recevoir aujourd'hui Joséphine Drahi. Bonjour déjà. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter pour les peu de gens qui ne te connaissent pas Oh oui, encore? les 2-3 qui ne me connaissent pas. Non, je peux me présenter pour tout le monde à part ma famille qui me connaît. Je m'appelle Joséphine Drahi, je suis comédienne avant tout, mais je suis aussi auteure et je suis aussi, j'ai fait pas beaucoup de choses dans ma vie que je fais toujours aussi à différents degrés. J'ai longtemps fait de la musique, auteur-compositeur de chansons, chanteuse aussi, et j'ai longtemps été aussi humoriste et chroniqueuse, radio, télé. Voilà à peu près tout l'éventail des choses que j'ai pas mal fait dans ma vie. En ce moment, je fais beaucoup plus de comédie, mais doucement, et d'écriture. Mais j'essaie de remettre aussi mes passions un peu plus lointaines comme la musique sur le devant de la scène. Voilà. Super. Et on t'a invité aujourd'hui du coup pour parler de la nutrition. Exact. Et donc des troubles alimentaires du comportement. Mmh. Vaste sujet dont on ne guérit jamais d'ailleurs. C'est une entrée un peu fracassante de dire ça, mais je sais que ça peut être terrible de voir les choses comme ça, mais c'est pour ça que c'est un sujet, on va dire, éternel. Moi, quand on me parle de ça, pour moi, c'est un éternel conflit, problème, et surtout, c'est surtout un combat de l'apprivoiser et de l'intégrer, parce que pour moi, les problèmes alimentaires, je pense que tous les gens qui en ont diront la même chose. On n'en guérit jamais, mais on apprend sincèrement à vivre avec. Comme une maladie, par exemple une maladie, j'en sais rien, qui est incurable, ou on a un traitement éventuellement, mais on apprend à la dompter, à la lisser, à l'intégrer dans sa vie, à faire la paix, mais ça ne s'en va pas. Ça ne s'en ira jamais. Et ça, c'était aussi un grand challenge pour moi, j'ai 40 ans, avec le temps, comprendre et accepter. Je pense que plus j'ai appris à accepter que que ça fera partie de moi toute ma vie, et justement, et moins c'est difficile, et moins c'est un combat, et moins je cherche à tout prix l'évacuer, justement faire un fameux régime miracle qui va faire que enfin je serai que toute ma vie, je vais être dans un contrôle, alors justement, à plus ou moins des latitudes, des amplitudes différentes, mais c'est vraiment un des sujets, je pense que c'est quelque chose, quand on est marqué au fer de ce truc-là. Comme peut-être d'autres addictions, d'ailleurs, moi j'en ai pas d'autres foncièrement que l'addiction justement à la nourriture, mais je pense que ça peut parler pour d'autres addictions, ce principe de dire, voilà, on n'en guérit jamais vraiment. Mais ça me fait penser aux anciens alcooliques, Voilà, genre il faut plus qu'ils Exactement. reboivent un verre parce que Voilà. sinon, et pareil, moi j'étais fumeuse et tu seras jamais non fumeuse, Oui, tu c'est seras ça. toujours une ancienne fumeuse. Exactement, mais c'est ça. En fait, je pense que c'est le principe même de l'addiction. Et c'est vrai que c'est les troubles de l'anorexie et la boulimie, ce sont des troubles obsessionnels compulsifs, donc qui sont vraiment liés à un principe d'addiction, de pulsion inarrêtable, quoi. Et plus on accepte qu'on va pas guérir, peut-être plus qu'on guérit. C'est ça. C'est ce que moi, en tout cas pour moi, avec l'expérience, avec le temps qui passe, avec aussi, je dis souvent, voilà, c'est aussi une forme de fatigue, à force de retomber toujours dans les mêmes cycles, dans les mêmes schémas. Ah bah oui, je vais prendre 5 kilos, puis après je vais m'affamer pour en perdre 6, puis après je vais en reprendre 8, parce qu'en fait j'aurais tellement été frustrée que je vais bouffer 3 fois plus. Mais je sais déjà qu'après je connais déjà tellement comment ça va se terminer que parfois ça me fatigue d'avance. Et tellement ça me fatigue d'avance que ça me donne moins envie d'aller loin dans mes excès. Parce que je sais déjà comment ça va se terminer, la ritournelle. Et c'est aussi en ça que la maturité et l'expérience me permettent d'être plus en paix avec ces problèmes. C'est parce que je n'ai plus l'énergie de partir dans les pics et après de redescendre. Que moi, il y a 15 ans, je me faisais des yo-yo fous. Bon, déjà, par rapport à mon historique sur les addictions et sur le comportement alimentaire, moi, quand je suis devenue anorexique, donc à 17 ans, je suis devenue anorexique en très peu de temps. D'ailleurs, c'est parti d'un banal régime, comme je pense beaucoup de jeunes filles qui basculent dans l'anorexie, ça se part. Tu voulais perdre du poids? Oui, voilà. Je voulais perdre du poids parce qu'à l'époque, j'avais commencé à faire des photos de mannequinat et le mec qui m'avait fait faire des photos m'avait dit, tu sais, si tu veux rentrer en agence de mannequin, il suffit que tu perdes 4-5 kilos et tu seras dans les mensurations et tu pourras faire plein de castings de mannequins. Et moi, à 17 ans, je me dis, opportunité de gagner du blé, etc. Je dirais que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai pris un banal régime de magazine. Vraiment régime protéiné, l'ancêtre des régimes du temps. Le fameux, tu vois, qu'on a tout tomate, fait. quoi. Sauf que quand t'as 16 ans et demi, tu perds en un clin d'œil, ton métabolisme est complètement, justement, tellement neuf, tellement pas abîmé par des problèmes, que j'ai perdu, si tu veux, en 15 jours, au moins les 5 kilos que je devais perdre. Et j'ai fait genre, mais en fait, c'était hyper simple. Et en fait, je me suis trouvée tellement bien, j'ai fait, en plus t'as moins faim, parce que t'as fait ton régime, donc t'es moins affamé, tu fais, ouais, je vais peut-être continuer. Puis tu commences aussi à avoir un peu la peur qui s'installe, parce que quand t'es arrivé à un point où tu dis, je suis bien là, mais le but maintenant c'est de rester comme ça. Donc du coup, tu commences à cristalliser un contrôle.
Parce que tu dis, bah, il va falloir que je régule ce truc-là. Et donc, comme mon naturel depuis toujours, c'est d'être très gourmande et d'adorer manger, d'adorer la nourriture, c'est fondamentalement qui je suis. J'ai commencé à avoir peur de moi-même et à me dire, bah non, maintenant, faut que tu restes comme ça. Et en fait, à force de vouloir me contrôler, ça a fait que j'ai continué, en fait, de maigrir sans forcément le vouloir ou sans forcément m'en rendre compte. Et c'est là que la spirale s'est installée, c'est que je me suis mis, du coup, à manger de moins en moins, à avoir peur de manger. Et dès que la peur de manger s'installe, c'est terminé. Les aliments deviennent, des ennemis. Ils sont c'est complètement dissociés d'un rapport sain et qu'on devrait tous avoir à la nourriture, qui est, oui, on se nourrit pour être en forme, mais aussi pour avoir du plaisir. Et moi, j'avais coupé toutes ces notions-là de ma vie. Je me suis mise à diaboliser toute nourriture. Et à partir de là, j'ai perdu. Donc, pour répondre à ta question, j'ai dû perdre, je sais pas, peut-être. Au plus bas, j'ai fait 44 kilos pour 1m69. Donc, c'est-à-dire, j'ai dû perdre au moins 20 kilos, peut-être. Ouais, peut-être, entre 15 et 20 kilos en un temps record. Tu te nourrissais plus du tout? Je mangeais, j'en étais arrivée à la fin à manger une pomme par jour, quoi. Donc c'était terrible parce qu'en plus j'étais très affaiblie physiquement. Au début, je faisais du sport pour continuer en plus de pouvoir brûler des calories si possible. Mais à la fin, je pouvais même plus faire de sport. J'étais juste en fonctionnement en pilote automatique et à tenir uniquement sur les nerfs et sur le mental, parce que l'anorexie, c'est dans la tête. Hein. De toute façon, tout se fait dans le pouvoir et le contrôle qu'on a sur son corps et qui est grisant. Les anciennes anorexiques le disent aussi, que quand on peut contrôler quelque chose, c'est quand même un pouvoir suprême d'avoir un contrôle sur. Comment c'est qu'on n'a pas le contrôle sur les événements parfois de la vie? Et ben quand tu dis ouais, je peux contrôler exactement ce que je fais de moi. Et ben en fait, il y a quand même un truc un peu de pouvoir suprême. Et je pense que j'ai aussi été addict à ça, au fait de contrôler mon image. Et en plus, je me plaisais comme ça, je me trouvais canon. À 44 kilos. Ah ouais, moi je me trouvais canon. On aurait dit que je sortais d'un camp de déportés, hein, mais vraiment, je faisais peur. Hein. Mais ton entourage te disait ça? Alors justement, ça a été aussi un gros problème. Moi personnellement dans mon parcours, c'est deux choses. Déjà, il y a un tabou. Je pense que quand on voit quelqu'un autour de nous en souffrance par rapport ou quelque chose qui est pas normal, ça peut être aussi de l'alcoolisme. Quand tu vois quelqu'un, on a peut-être autour de nous des gens où on se dit bon, il a toujours quand même la petite excuse pour ouvrir une bouteille à 15h et toujours. On rigole, mais on passe toujours un peu. Si on peut ne pas affronter le sujet, on le fera toujours. C'est très rare qu'on prenne entre quatre yeux un pote en disant on est d'accord que t'es alcoolique, c'est pour ça que tu ouvres cette bouteille. Non, on le fera jamais. On va attendre jusqu'à un moment où le mec va être tellement mal que peut-être on va commencer à dire mais t'en as parlé. Bon, et par là c'est pareil. Quand je suis devenue anorexique, d'abord ta famille ne veut pas se rendre compte que t'as un problème. Donc il y a tout un temps où on fait semblant. Puis moi je me cachais aussi. C'est très important dans l'anorexie, le principe de se cacher. Le principe de trouver des 1001 parades qui te demandent parfois vraiment du jus de cerveau, hein, pour expliquer pourquoi tu vas pas venir à ce dîner, pourquoi tu vas pas manger ce gâteau, pourquoi tu vas venir plus tard parce que t'as un truc avant, mais c'est juste parce que tu veux pas te mettre à table avec les autres, pourquoi tu vas t'enfermer aux toilettes parce que t'as pris des laxatifs. Moi, je me faisais pas vomir. J'ai eu la chance d'ailleurs pour ma santé d'être phobique du vomi depuis toujours. J'ai une phobie, ça s'appelle hémétophobe d'ailleurs, je me suis renseignée. Et donc je ne mangeais pas certes, mais je me faisais pas vomir et je prenais des laxatifs qui me faisaient des douleurs monumentale au ventre qui faisait que je me vidais. Donc parfois d'un coup pourquoi tu disparais 5 fois d'affilée. Donc c'est que des stratagèmes, c'est de la fatigue mentale et donc c'est beaucoup de secrets. Et donc les gens jouent ce jeu-là, font semblant qu'ils voient pas qu'il y a un souci. Et jusqu'au moment où, au bout de très longtemps, c'est ma maman qui un jour a mis une sorte de stop en disant voilà qu'elle a vu que là ça me rendait c'est déjà que j'étais arrivée à un point où voilà je faisais en effet peur. Et elle m'a dit de manière, alors certes pas très diplomate, mais ma mère n'est pas forcément, c'est pas sa première qualité d'être très diplomate, donc elle l'a dit telle qu'elle l'a ressorti sur le moment, mais il n'empêche que ça a été un électrochoc pour moi. Un soir, elle m'a dit, on était en vacances au Maroc, elle m'a dit, Joséphine, c'est simple, si demain matin tu ne te remets pas à manger, on rentre à Paris, je t'emmène à l'hôpital. Tout de suite. Et je sais qu'elle plaisantait pas parce qu'en plus, ma mère étant aussi hypochondriaque, chose que moi j'ai aussi, je savais que c'était vraiment pas une menace en l'air. Et en fait, ça m'a fait une forme ça m'a saisi. Et je me suis dit mais elle va pas en fait d'un coup ça m'a fait une sorte d'électrochoc qui m'a fait lâcher le c'est pas ouais voilà. En fait je pense que je pense qu'inconsciemment c'était un appel aussi à l'aide. Je pense que quand on va aussi loin dans ça, c'est pas juste parce qu'on se trouve magnifique avec les os sur la peau, c'était aussi peut-être une forme d'appel à l'aide à mon entourage et le fait qu'elle voit enfin ce mal-être finalement, et ça m'a fait me dire ah waouh, ça y est, on me tend la main. En fait, je suis prise en charge. Et donc l'idée juste qu'elle dise maintenant, moi je te lâche pas et on va s'occuper de ça. Et dès le lendemain matin, je me suis remise à manger. Dès le lendemain matin, après 2 ans à rien ingurgiter,
le lendemain matin au petit déjeuner de l'hôtel, je me suis fait une bafferée. Et ce qui est terrible, et c'est là aussi où là, plus largement sur le mois de la nutrition, c'est quelque chose c'est pour ça que c'est très important d'alerter les jeunes aujourd'hui, ou les jeunes, ou n'importe qui pourrait avoir envie d'être anorexique, même à n'importe quel âge, c'est que à quel point ça te flingue le métabolisme, et d'une violence. C'est-à-dire que je me suis tellement mise à manger d'un coup après avoir été privée, qu'en fait ton corps, il est comme en période, comme si j'étais vraiment sortie d'un camp de réfugiés, et ton corps qui a été tant privé de toute une gamme d'aliments, il se dit, oh mon Dieu, c'était la famine. Maintenant qu'il y a de nouveau ça, on va le stocker. Parce que si de nouveau il y a une famine, on peut pas se permettre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mise, il a pris chaque gramme de sucre de chaque truc que j'ai mangé, il l'a pris fois 1000. Alors qu'une personne normale, je sais rien, qui a un minimum d'activité, il va le reperdre, etc. Mais moi, depuis, c'est resté, hein. Je ne stocke pas le sucre et la graisse comme une personne normale. Et ça vient de là. Si j'avais su à l'époque, si on m'avait dit, regarde, pendant toute ta vie à cause de ça, dès que tu vas bouffer une madeleine, tu vas prendre 1 kilo, alors qu'une personne normale, non, eh ben, je serais même pas allée, je pense. Parce qu'en fait, on n'est pas au courant de ça. On imagine que dans l'instant, on veut le résultat. On veut ce qu'on veut maintenant. On veut être maigre parce qu'on est focus. Mais si on savait les dégâts irréversibles, parce que c'est vraiment irréversible. Moi, maintenant, j'apprends à composer avec cette transformation de je sais même pas comment on dit, c'est mon ADN, je sais rien, mais ça m'a complètement transfiguré. Ton corps, il a gardé la mémoire de ça, en complètement. fait, et du La coup, mémoire il a toujours sensorielle. l'impression. Il se dit toujours que s'il mange, c'est pour stocker, parce que il pourrait se repasser un moment où il y a plus rien. Et d'ailleurs, le yo-yo, parce qu'après, du coup, l'histoire est assez longue, mais j'ai dû, du coup, après, quand je me suis mise, du coup, je suis devenue boulimique. C'est-à-dire que d'un coup, c'était tellement fou et grisant d'avoir enfin accès à tous ces aliments que je m'étais interdite, que je suis passée dans l'extrême inverse, à 180 degrés, avec des crises de boulimie phénoménales. Encore une fois, ne me faisant pas vomir, je me rendais malade de manger sans évacuer, on va dire, le trop plein de nourriture. J'étais dans des moments où je pouvais même plus respirer. Tu vois, j'étais allongée comme ça avec, tu sais, quand t'as le diaphragme, tu vois, qui remonte tellement tu t'es rempli. Donc, c'était aussi d'autres douleurs. J'ai découvert encore d'autres souffrances. Et tu te sens tellement mal après, la culpabilité de se dire je suis une merde, et j'ai cédé à ça comme une addiction, hein. Quand tu t'es drogué, tu te dis mais putain, pourquoi je l'ai fait? Plus jamais. Et donc tu repars pour te punir dans un truc extrême dans l'autre sens. Tu te remets à pas manger. Et donc ça crée des yo-yo infernaux où tu prends donc énormément de poids parce que tu as fait une crise, et tu repères parce que tu te dis non, je suis dégueulasse comme ça, parce que je me détestais de reprendre du poids, donc je voulais revenir comme avant. Mais c'était trop tard, j'avais mis le doigt dans la prise, et du coup la boulimie l'a emporté, ce qui a fait que je suis montée en flèche, j'ai pris 30 kilos en, je sais pas, 2-3 mois. Ah ouais. Donc même pour mon corps, le choc pour mon corps, c'était foudroyant. Et je me suis retrouvée à faire plus de 80 kilos, enfin à me doubler quoi. Après, je me suis dédoublée. Et du coup, ça a été tellement terrible de faire comme ça, ce yo-yo-là pendant des années, que mon corps, il en garde les stigmates. C'est-à-dire que quand je me faisais une crise de boulimie, que je disais, bah maintenant, pendant une semaine, tu manges rien, je repartais dans une anorexie comme ça, hyper féroce pour me rattraper. Et bah, de nouveau, mon corps, quand il mangeait, bah, il a dit pendant une semaine, il a rien eu, bah, hop, rebelote. En fait, c'était idiot quand il pense. Bon, t'as 18 ans, 19 ans, je comprenais même pas. J'étais en train de fabriquer mon propre piège, en fait. Et t'étais pas suivie psychologiquement? Mais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand ma mère m'a dit, si demain matin tu ne manges pas, je t'emmène à l'hôpital, quand j'y repense, elle aurait dû m'emmener à l'hôpital. Mais pour ma tête. Ouais. Pas pour être guérie et me remettre à manger, parce qu'en fait, j'aurais dû ici être accompagnée psychologiquement et nutritionnellement, avec un programme de réintroduction progressive d'aliments dont je m'étais privée pendant 2 ans. Des pâtes, du riz, des féculents, principalement. Et donc ça aurait dû être cadré. Et ça m'aurait peut-être permis de prendre un autre chemin. On saura jamais, mais en tout cas, j'ai pas été accompagnée. Et donc, ça a été ma propre tambouille terrible. Parce que oui, on imagine souvent que la nourriture, c'est pas si compliqué, il faut juste manger sainement et tout machin. Mais en fait, il y a tellement de détails à l'intérieur. Et l'émotionnel est tellement énorme. Je dirais pas, tu vois, pour le coup, ce qu'on appelle, parce que moi, j'entends beaucoup autour de moi des gens qui disent, peut-être que c'est votre cas, que quand tu sais, le côté comfort food, quand tu manges des trucs réconfortants, de sucre, parce que ça te remplit de quelque chose pour que tu sens... moi, j'ai jamais associé ça à quelque chose... Par exemple, moi, quand je suis pas bien, je mange pas, au contraire, ça me bloque. Je suis comme toi, moi. Et moi, plutôt, la nourriture, c'est quelque chose qui est lié à la joie. Ouais. Quand j'ai une bonne nouvelle, je vais avoir envie d'aller manger pour festoyer, pour célébrer. Donc, c'est marrant parce que il y a beaucoup ce truc de dire, c'est parce que je vais aller émotionnellement chercher un réconfort.
Moi, quand je vais pas bien, je Ouais, fais il y a beaucoup de gens. je mange, Mais du ouais. coup, moi, j'arrivais même pas à me dire, attends, à quoi ça répond finalement là, Mais c'est cette pareil, c'est de boulimie? l'émotionnel, quoi qu'il arrive, sauf qu'on Oui, est dans l'autre sens. Ouais, Enfin, moi, ouais. je sais que quand j'ai une grosse émotion et tout, bah, j'ai tellement de choses à digérer que je vais pas manger. ouais, Et quand je vais bien, bah, je vais manger plus, tu vois. ouais. Moi, c'est Et vraiment. on est vraiment hyper opposés avec Angelica dans ça. On n'est pas du tout, mais alors que c'est la même chose, en fait, au fond. Oui, en tout cas, ce sur quoi moi je ne me suis jamais arrêtée, c'est sur le côté équilibre. C'est vrai que dans tous les cas, j'étais moins maintenant dans un extrême. Parce que j'avais l'impression, alors c'est moins le cas, mais je te parle sur 20 ans, hein. Avant, j'avais l'impression que pour apprécier quelque chose, il fallait que ce soit trop. Ça peut être Ouais. dans d'autres choses, hein, dans la vie d'ailleurs, ça, hein. C'est pas, ça dépasse la nourriture. Il fallait que je sois trop. Donc, moi, si tu me disais, t'as dit de goûter un petit carré de cet excellent chocolat, comme je savais que il fallait que je fasse attention et qu'il fallait que dans l'absolu j'en prenne qu'un petit carré, sinon non, je préfère dire non, parce que il fallait que je me mange la tablette en fait. Et je trouvais ça complètement normal. L'idée de manger juste un carré, je trouvais ça décevant. Donc je disais, bah non, je préfère rester sur ma ligne de pas manger. Alors que, d'un coup, si je mangeais, c'était pour me baffer. Et je trouvais le plaisir dans l'excès. Et ça, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se lisser, mais que j'arrive maintenant à lisser. Maintenant, je peux apprécier juste parce que j'ai envie de découvrir un aliment pour une raison saine et qui est que je suis gourmande et que j'aime découvrir des choses. Et donc, ça s'ordonne dans quelque chose de beaucoup plus sensé. Mais avant, c'était ah bah non, je préfère pas toucher à ça parce que si je fais quelque chose, c'est forcément une crise de boulimie. Oui, donc c'est une punition que tu t'infligeais aussi. Je vais pas pas manger du tout de chocolat, quoi. Ouais, mais ça me semblait être plus cohérent à ce moment-là que de me dire je vais en manger qu'un petit bout, c'est nul. Alors en fait maintenant je suis ravie de pouvoir me dire bah tiens je vais goûter ce petit morceau, j'aurai le goût, je suis curieux, je serai pas frustrée, mais je suis pas obligée de me rendre malade pour que ça me rende heureuse. C'est des années ça hein, de travail hein. Et encore aujourd'hui ça m'arrive d'avoir ce truc de lâcher parce que en fait dans le rapport à la nourriture c'est un contrôle donc c'est un contrôle permanent. Moi aujourd'hui encore donc j'estime que ça va incroyablement mieux que mes années d'énormes crises à me rendre complètement malade et à faire des yo-yo dingues, c'est plus ma vie ça aujourd'hui. Ça c'est on va dire ça a été 15 ans de ma vie. Là, on va dire si je devais m'interroger, ça doit bien faire ouais, un peu moins de entre 5 et 10 ans que c'est vraiment plus du tout ce paradigme-là, mais en revanche, ce qui reste toujours, c'est que je me suis recréé un équilibre pour faire fonctionner ma vie, aussi par rapport à mon métier, mon travail qui est un métier d'image, et où forcément ça a tout de suite une corrélation immédiate, qui est que pour travailler, à moins de décider d'être la prochaine Marie-Lou Berry, t'as pas beaucoup d'autres options, c'est une réalité aussi de notre métier, que moi pendant très longtemps j'ai aussi souffert de pas pouvoir jouer les jeunes premières, quoi, et c'était une réalité, fait que je joue la copine rigolote, quoi. Parce que sinon, qui d'autre pouvait être ronde? C'est la copine rigolote, quoi. C'est en train de changer, hein, ça c'est cool. Tu vois, toi qui fais aussi du casting, tu dois commencer à voir qu'il y a des physiques plus atypiques pour des rôles, tu vois, de meufs qui peuvent être attirantes. Avant, tu voulais être la meuf attirante, fallait que tu fasses 45 kilos, quoi. Franchement, c'était aussi simple que ça, pendant des années. Et maintenant, on voit que ça bouge, qu'il y a des femmes avec des formes, tu vois, les Camilla Jordana, les Chirine Boutella, c'est des enjeux amoureux de comédie romantique, alors qu'elles ont des formes. Enfin, je trouve hein, que c'est super encourageant. On a invité Lola Dever qui nous a Voilà, Lola, voilà, et qui font des comédies romantiques, quoi, qui sont des enjeux amoureux. Avant, c'était inenvisageable. Il y a 15 ans, tu pouvais pas mettre Chirine Boutella en enjeu amoureux, tel qu'elle est gaulée aujourd'hui, en tout cas. Que je trouve magnifique, hein. Parce qu'ils auraient dit, ah bah non, si elle perdait 10 kilos, peut-être. Alors que, non. Non seulement c'est une vraie femme et qu'elle est extrêmement bien comme ça et qu'il y a aucune raison qu'elle ne soit pas l'enjeu amoureux d'un film. Bon moi j'étais quand même dans des années où quand j'ai commencé à travailler, c'était hors de question que je puisse et ça m'a beaucoup frustrée. Et donc je me battais aussi pour avoir une image qui puisse coller au maximum de rôles et ouvrir mon champ d'activité. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi une réalité qui fait qu'aujourd'hui, je contrôle toujours mon alimentation et mon nouvel équilibre que je me suis créé en faisant beaucoup de sport pour pouvoir m'autoriser à être gourmande, ça fait partie de mon équilibre, et aussi en comptant toujours mes calories en fait. Pas parce que je veux manger une pomme par jour et maigrir, parce que j'ai besoin d'avoir toujours une boussole pour être sûre que je vais avoir quand même une ligne. Donc j'ai toujours une sorte de calculatrice intégrée dans ma tête, ou même ma vraie calculatrice, hein, et je compte mes calories, juste pour que le soir, quand je m'endors dans mon lit, je suis tranquille. Que on va dire quand je fais du sport je sais que ça me rajoute on va dire 400 calories de rab pour pouvoir me faire un plaisir, et quand j'en fais pas je sais pas, imaginons c'est 1800 calories pour une journée un peu type, et si je m'endors en sachant que je cherche pas du tout à maigrir hein, quand je m'endors et que j'ai 1900 calories, je suis très très OK avec moi-même, mais il faut que je l'ai, sinon
je vais me dire, ah mince, t'as dépassé, bah demain tu feras attention. Il faut quand même toujours, il y a mais c'est minuscule, mais le système, il est toujours là. Et je pense qu'il le sera toujours. Et là, c'est triste. Tu crois que si, par exemple, là, tu décidais, tu disais, ah non, mais en fait, j'en ai marre de jouer, je veux juste être auteur, réaliser, machin et tout. Est-ce que, du coup, t'aurais un peu moins cette pression s'il y avait pas le métier de l'image? Bah, souvent, j'en parle avec je suis très amie avec, vous devez connaître Élodie Frégé, qui est une de mes meilleures amies depuis 20 ans, et qui a aussi, comme moi, on a toujours, on s'est un peu rejoint sur ces thématiques-là, et souvent on se dit, encore aujourd'hui en rigolant, on se dit, bah nous, quand on aura, entre guillemets, lâché la rampe de vouloir, pour nos métiers d'image, être au top, on sera deux obèses avec des chats et on mangera juste tous les trucs qu'on n'a pas mangé toute notre vie. Et donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est un peu juste j'ai ce fantasme de me dire, il y a un jour, j'en aurais juste rien à foutre de plaire à quiconque. Et oui, mais bon, c'est pas demain la veille, tu vois, j'ai 40, on va dire que, allez, entre 60 et 70 ans, je crois que ça arrivera. Mais un jour, j'y arriverai. Mais peut-être que vous serez pas avec un chat en train de devenir obèse, peut-être que ça se sera régulé. Ouais, peut-être que j'y penserai plus, que ce sera plus un problème, mais si c'est toujours un problème, en tout cas, on aura décidé que oui, ce sera moins grave si d'un coup, on n'est plus dans un truc qu'on a besoin de séduire, quand t'arrives aussi à 70 ans, même si t'as envie d'être, et qu'il y a des meufs de 70 ans qui sont canonissimes et qui ont des vies géniales, peut-être que je serais moins dans l'injonction de me dire, pour tel rôle ou pour tel mec ou j'en sais rien, tu vois, à ce moment-là de ce que sera ma vie, et que oui, je m'autoriserais peut-être plus encore d'être moins dans ce contrôle. Mais pour l'instant, j'ai toujours besoin, ça me rassure, ça me calme, voilà, de calculer, d'être dans une ligne de conduite, et ça m'arrive encore d'avoir des jours, alors que je décide, parce que quand je faisais des crises de boulimie, à l'époque des grosses crises, elles étaient donc calculées, c'est-à-dire que je faisais une crise, donc j'étais, on va dire, malheureusement, je perdais le contrôle, et pour me rattraper pendant un nombre de jours, je mangeais plus pour que ça éponge ma crise. Donc c'était un système et après, pendant les jours où je mangeais rien, bah évidemment, une frustration incroyable s'installe. Donc tu ne fais qu'une chose, c'est quoi? Programmer ta prochaine crise. Donc ça devenait un jeu où je me mettais à ne faire que rêver et noter tout ce que j'allais. Donc j'emmagasinais dans ma tête, comme les enfants à Noël qui me font leur liste au Père Noël et qui collent les jouets en disant moi je veux ça. Je regardais tout ce qui me faisait envie et dans ma tête je dis voilà, tout ça que je peux pas manger, je vais le manger ce jour-là. Je mettais tout sur un jour et du matin au soir, je repartais dans une crise pour absorber tout ce qui m'avait frustré pendant, on va dire, les nombres de jours où je reperdais. Et donc, c'était des jours de lâchage complet et hop, et je repartais sur un cycle pour reperdre, etc. Aujourd'hui, de ça, il me reste quand même quelque chose, c'est-à-dire que je ne vais plus jamais dans le bafrage comme ça toute une journée, mais j'ai encore des jours que j'appelle des jours off. Tu vois, des jours où, c'est une jour où, voilà, on compte rien, je me fais plaisir, je peux boire beaucoup d'alcool si je veux, je peux alors c'est souvent des jours que je planifie parce que je sais que par exemple je vais être invitée à un truc où il y aura, je sais pas moi, un mariage, un truc où tu sais qu'il va y avoir beaucoup de nourriture, ou je sais pas moi, un réveillon, ou quelqu'un qui fait des gros dîners où je sais qu'il va y avoir ça, je me dis ce jour-là, un peu foutu pour foutu, je peux m'autoriser ce que je veux. Donc j'ai encore ce truc de remettre tout sur un endroit, mais en beaucoup plus petit. À pas me rendre mal au point de finir la journée à plus pouvoir parler, quoi. Mais dans l'idée, j'ai quand même toujours ce reliquat de je vais tout miser sur un truc et ensuite je vais être dans le reste des jours un peu en rétention pour me rattraper. Ça part pas, tu vois, c'est des trucs qui restent. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui fait encore partie vraiment de mon quotidien, quoi. Oui, de ton équilibre. Ouais, c'est mon équilibre. Mais il est quand même sacrément plus sain. Parce que déjà, il est plus dans des extrêmes. Il inclut quand même le sport qui est aussi une bonne façon de se réguler et qui est bonne dans plein d'autres choses. Et surtout, il est moins obsédant socialement aussi, parce que ça, c'est un grand problème. C'est un autre sujet, c'est que t'es tellement coupé de la sociabilité quand t'es anorexique. Et, alors, moins boulimique, c'est boulimique quand t'es dans des endroits où tu peux avoir des trucs de table, t'es plus avec les gens, mais quand t'es anorexique, t'es très seul. Quand tu peux pas sortir un livre, pas faire un dîner, pas boire un verre, t'es juste tout seul chez toi, c'est très très pauvre socialement. Et ça, je me suis toujours juré, depuis que ça va mieux, que jamais je ne ferai passer la vie, avant mes obsessions de nourriture. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je me suis promise, parce que c'est tellement triste de finir seule pour quelque chose, tu vois, qui est censé justement te rendre attirant, et tu te dis mais à la fin t'as tout perdu. Parce que moi, j'ai jamais aussi peu eu de succès avec les mecs que quand j'étais maigre, du coup. Donc en plus, si tu te dis que tu vas être bien pour potentiellement attirer, mais en fait non, t'es hyper seule, personne te trouve, t'es toi tout seul dans ta névrose en fait. Justement, ouais. Justement, la grosse justement. question. Ouais.
Comment ça se passait du coup avec Ah oui, les mais La avec vie les hommes. amoureuse et Bah, terrible, parce que pareil, pour le même rapport qu'on peut avoir avec sa famille, c'est que des mensonges, des secrets. Et Dieu sait que c'est pas forcément ça dans une relation. Je dis pas qu'il faut tout se dire. Moi, je crois pas du tout à ça dans les couples, de tous se partager. Je ne suis pas comme ça. J'ai jamais été comme ça. Mais en revanche, d'enlever cette partie tellement, justement, obsédante et tellement gigantesque de soi, de la cacher à ce point-là à l'autre, c'est pas sain. C'est malsain de toute façon. Parce que c'est tellement un tabou. Il y a beaucoup de honte. Tu vois, j'avais énormément honte après mes crises. Je me sentais merdique, je me sentais coupable. Et donc, j'avais absolument pas envie de pouvoir livrer ce secret à quelqu'un. Donc, moi, les années où j'ai été boulimique, les relations que j'ai eues, c'était des relations d'énormes secrets, de dissimulation. Quand j'avais des crises, parce que du coup, évidemment, les gens ne sont pas bêtes, mais toi, quand t'es dans ta névrose, en fait, je pense que tu deviens con, en fait, parce que moi, j'imaginais que mes petits mensonges, ça passait crème. Mais en fait, les gars, ils sont pas débiles. Quand ils voient une meuf qui mange des haricots verts, qui dit non un peu à tout, et que tu la vois bien qu'elle est pas clairement dans un truc sain avec la bouffe toute la semaine, et que tu sais pas pourquoi un matin elle se réveille, elle part du matin avec un pain au chocolat, pizza, toute la journée, tu dis c'est bizarre, c'est pas la même meuf qui était quand même avec moi toute la semaine et qui a mangé de la salade verte, et que le lendemain il te dit bah tiens ce soir on peut se faire pizza, ah non, moi là il dit attends, il y a un problème quoi, c'était clairement bipolaire, tu vois, il devait dire elle est schizo la meuf. Et moi j'avais l'impression que j'arrivais, tu vois, pareil, à inventer un petit truc de ah non là tu vois, je mentais pour qu'on puisse pas penser que j'avais fait des crises, parce que je me cachais évidemment pour manger, je mangeais avec la personne, éventuellement au restaurant, un repas pizza, enfin un truc normal, mais avant et après l'avoir été avec la personne, j'avais fait déjà 3 boulangeries, et après si je pouvais me cacher dans mon sac, j'avais un truc à bouffer, puis je remangeais, tu vois, après. Donc c'était que une petite partie de ce qu'était en réalité ce dans quoi j'étais. Et donc ça, j'ai réussi à cacher avec des mensonges, tu vois, pendant très longtemps à des mecs, avec des trucs parfois c'était comique quoi. Enfin, j'ai déjà raconté ça dans un autre j'ai déjà inventé des trucs fous. Une fois j'ai mangé je vais jamais avouer d'ailleurs, parce que peut-être s'il écoute. Une fois j'étais avec un mec avec qui je suis restée presque 1 an, mais pendant une période donc assez critique où c'était vraiment les premières années de la charge dans la boulimie, et sa tante lui avait fait, ou sa grand-mère, je ne sais plus, un cake. Mais un cake genre pour 6 ou 8 personnes, tu vois, un gros truc. Et le soir, il l'avait ramené, on avait dormi chez lui, et il l'avait mis dans le placard, et le lendemain matin, il était parti, il m'a dit bah tu claques la porte, je pars avant toi. Et le matin, j'avais pris le cake en me disant je m'étais coupé, tu sais, une petite part normale, tu sais, avec mon café. Et en fait, une sorte de crise de compulsion, et j'ai mangé le cake entier. Le mec n'avait pas touché au cake de sa grand-mère. Il part le matin, et je me retrouve avec le truc vide. Tu sais, comme si j'avais été en blackout. en blackout. Et là, tu dis, là, va falloir trouver un narratif quand même, parce que tu peux pas expliquer. Il dit claque la porte en partant, il y a plus le gâteau pour 8. T'es obligé tu vois ce que je veux dire, c'est quand il pense, c'est comique. Mais sur le moment, c'était des sueurs. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'invente quoi? Que je l'ai jeté par, enfin, et donc j'avais inventé que j'avais pris une part pour la donner que j'allais à un endroit où je m'étais dit, c'est sympa, il fallait que je ramène un truc, j'avais inventé un truc pour dire, j'ai dû en ramener parce que j'avais oublié, j'avais un truc où il fallait ramener un truc, et donc je me suis permise de le ramener. J'avais inventé un truc à dormir debout, je suis même pas sûre qu'il l'ait acheté à l'époque, mais moi, c'est le seul truc que j'avais trouvé pour lui dire, le truc a disparu. Parce que c'était trop la honte, quoi. Et donc tu te retrouves dans les trucs où tu peux pas, d'un coup tu te fais, c'était ça ou lui dire la vérité. Voilà, je suis boulimique, et maintenant je fais une crise de boulimie, voilà. Et c'était impossible pour moi de le dire. Et aujourd'hui, donc pour revenir, donc ça fait 13 ans que je suis avec mon mari, et pendant très longtemps, j'étais comme ça dans un truc où il voyait bien qu'il y a un truc qui clochait, il l'adressait pas parce qu'il se disait que c'était tabou, donc peut-être qu'il voulait pas me mettre mal à l'aise, donc il y a tout un truc où il faisait un peu semblant de passer outre, etc. Et il y a quelques années, donc maintenant, peut-être ça doit faire 3-4 ans, donc quand même sur 13 ans, c'est pas non plus... tu vois, il y a quand même des nombreuses années où il y avait un tabou et un secret. J'ai abordé le sujet de manière détournée pour lui faire comprendre finalement ce dans quoi j'étais, grâce à une figure un peu d'alter ego, mais c'est parce que pour moi, c'est comme ça que je le vis, d'alter ego, que j'ai nommé la grosse dame. C'est rigolo sur le papier, mais en fait, c'est vraiment un peu ça. C'est comme si c'était, on va dire, c'est l'entité compulsionnelle, c'est l'entité qui, elle, est capable de te manger le cake parce qu'elle prend possession, si tu veux, de ta tête à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé un jour à dire, un jour, je me souviens qu'un jour, la première fois, c'était un jour où justement, je mangeais un peu n'importe quoi un jour. Il a dû dire,
Bah dis donc, toi hier t'étais en salade verte puis là n'importe quoi et tu te sens con parce que tu sais pas comment le justifier et j'avais dû dire oui bah voilà je suis en journée grosse dame voilà c'est comme ça il y a des jours je dis un peu comme ça je dis bah voilà il y a des jours comme ça ça c'est la grosse dame est là et quand elle est là bah faut pas poser de questions et puis après bah par contre quand elle est plus là bah faut pas poser de questions non plus si quand elle est là et puis quand elle disparaît c'est une façon de dire voilà quand elle sera là ben je serai dans un excès et quand j'aurai décidé de me reprendre et ben faudra pas me demander pourquoi elle est partie la grosse dame et j'ai dit ce truc là. Et en fait, du coup, il a pas compris psychologiquement ou comment j'en étais arrivée là, etc. Mais il a compris que c'était mon système. Et donc, depuis, j'ai pas honte de lui dire, genre, ah, je te préviens, je suis en grosse dame aujourd'hui. Donc, ça veut dire, il sait que, parce qu'on va se commander un truc de porc le soir et que on va être dans ce truc-là parce que je le préviens que je suis dans cette zone-là. Et ou parfois je dis ah bah non elle est partie demain je te préviens hein, ça si on le mange pas ce soir demain et donc ça me permet de l'intégrer dans notre vie de manière un peu rigolote et d'ailleurs lui c'est marrant parce que lui-même parfois il peut avoir des excès il est beaucoup plus ok et normal avec la nourriture mais parfois lui il me dit parfois ça lui arrive de me dire ouais aujourd'hui j'étais en grosse dame lui-même il se l'applique à lui parfois et il dit faut que je me reprenne là j'étais trop en grosse dame donc c'est devenu un truc un peu entre nous qui m'a enlevé une grosse pression parce que du coup j'ai plus à me cacher comme avant quand il y a des journées où je vais dans des excès. Et puis il y a pas de jugement non plus. Voilà. Donc, du coup il y a pas de jugement parce qu'il voit bien que c'est mon équilibre qu'après je me rattrape en faisant du sport, en étant dans un truc d'alimentation saine et non pas en mangeant une pomme parce que voilà, maintenant quand je me reprends, c'est pas en faisant n'importe quoi. Quand je me reprends, c'est en mangeant des choses bonnes pour moi, dans un truc plus raisonné. Donc il se dit pas que je suis en train de me mettre en danger, voilà, il se dit juste voilà, c'est sa régulation personnelle et on a tous finalement des béquilles et je pense que chaque personne qui a des troubles alimentaires dont il se sort a sa recette personnelle. C'est la mienne. Mais je pense qu'il y a autant de recettes que de gens, quoi. Ah oui, c'est sûr. Voilà. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'est des choses qui te marquent, mais les dégâts et la façon dont on se les trimballe, elles s'ancrent, différemment pour chacun, je pense. Et puis émotionnellement, maintenant, comme c'est quelque chose qui... Tu te connais mieux aussi, j'imagine, Oui. Émotionnellement, et t'es plus stable émotionnellement, donc ça fait moins peur déjà de le partager. Voilà. Et du coup, t'es plus stable aussi dans tes troubles alimentaires, entre guillemets. Exactement. C'est juste... Ouais. Ça paraît plus simple, en fait, plus sain et plus... Oui, c'est moins une montagne pour moi. Quand je l'envisage avant, ça me semblait infranchissable. Maintenant, j'arrive. Et puis surtout, voilà, le fait d'en parler aussi. C'est aussi pour ça que je me suis mise à beaucoup plus ouvrir la parole sur ces sujets-là et moins m'en cacher parce que c'est aussi une façon de normaliser ces problèmes. Et plus on les normalise, moins ça devient des fantômes énormes, en fait. Plus on les rend au cœur de nos vies, parce que ça fait partie intégrante de notre vie. La nourriture, c'est quand même le truc, ça et respirer, et boire. Et vraiment, c'est quand même tous les jours au cœur de notre vie. On peut pas le mettre de côté. Donc, c'est tellement au cœur de nos vies que d'en parler et de rendre ces problèmes-là plus tangibles, plus concrets, plus réels, ça nous donne aussi un pouvoir dessus, quoi. Et ça, c'est pour ça que c'est bien de continuer d'en parler, de se sentir moins seul. À chaque fois que j'en parle, ça peut être un podcast ou dans la vie, même en partageant avec une copine ou quelqu'un ou quoi de mon passé, 2 fois sur 3, la personne elle est concernée déjà. Tu découvres des trucs incroyables sur les gens qui n'osaient pas t'en parler, tout comme les violences ou des trucs de viol, d'un coup tu es là, mais comment ça? Toi, on a abusé parce qu'en fait toi t'as ouvert la voie. Et quand moi j'en parle, je me rends compte que ça touche 90% des gens et que souvent on me dit putain mais je me pensais être la seule folle à être comme ça. Et en fait, je me rends compte que je suis pas seule. Et ça enlève un truc aussi de moins sentir dans une solitude. Quand tu dis, putain, mais toi aussi, tu fais ça. Toi aussi, tu comptes t'intégrer. Toi aussi, tu peux, d'un coup, te dire du matin au soir que tu vas bouffer n'importe quoi et ça. Et en fait, c'est aussi, ça participe, justement, à moins diaboliser tout ça. D'en parler. Et c'est pour ça que je suis assez contente de continuer cette voie-là pour, soit pour éviter que d'autres, commencent, malheureusement, tombe dans ce travers, ça si c'est possible, c'est bien. Et puis sinon, pouvoir aider à se sentir moins isolé, quoi. Et est-ce que du coup, tu as eu un suivi un peu psychologique pour remettre sur les rails parce que ça c'est conseillé ou? C'est bien sûr conseillé. Moi j'ai plusieurs fois, j'ai fait plein de thérapies d'ailleurs, pas que de la j'ai fait de la psychanalyse, mais j'ai fait aussi pour les addictions alimentaires d'autres thérapies d'hypnose, la kinésiologie. Moi, je crois pas mal aussi aux thérapies un peu alternatives, etc. Sur la mémoire cellulaire, tu vois, le fait que ton corps garde tout. Et ça c'est sûr. De toute façon, c'est prouvé, hein. Le corps est depuis dans le ventre de ta mère. Hein. T'as des choses qui sont imprimées. Donc, du coup, il fallait aussi déprogrammer plein de choses. Donc, j'ai fait différentes thérapies, plus ou moins courtes, des thérapies plutôt courtes, pour, décocher des liens comme ça, des schémas. Ça m'a beaucoup aidé à l'époque. La kinésiologie m'avait déjà vachement aimé à déprogrammer la compulsion, le principe de compulsion extrême comme ça. Et après, plus tard, voilà, j'ai fait différentes techniques autour du principe de reprogrammation cellulaire,
ton cerveau, tu vois, ça te reprogramme des choses positives à la place de choses névrotiques. Et ça m'a pas mal aidé dans mon chemin, au-delà de la thérapie classique, d'analyse de pourquoi est ta mère et ci et ça c'est sûr, hein. Moi, c'est tous mes problèmes, aussi, liés à la nourriture, ils viennent aussi de ma maman, ça c'est un fait, mais ça m'a vachement aidé à les réguler, quoi, aussi, hein. Ça, c'est toujours bien d'être accompagné pour tout, hein. C'est aussi pas mal de transgénérationnel. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, moi, je sais que de ma mère, ça vient de ma mère qui elle-même, elle a des problèmes alimentaires, elle en a toujours eu, on l'a toujours vu, voilà. Nous aussi, on s'est toujours interrogé avec mes frères et sœurs sur le fait de pourquoi elle mange rien là, puis elle mange rien de la journée, puis d'un coup, on la voyait beaucoup manger le soir. Déjà, j'ai des souvenirs d'enfants de me dire, ah, c'est pas comme toutes les mamans, tu vois. T'as un truc où tu te dis, mais sauf que tu mets pas de mots dessus, elle non plus n'en met pas. Après, ma mère elle a toujours travaillé dans la mode, c'est un milieu aussi où c'est beaucoup sur l'esthétique de la minceur. Donc elle-même, c'est quelque chose qu'elle aime, les corps minces. Donc c'était ce que je la voyais trouver beau. Donc c'est aussi forcément inconsciemment, elle me l'a jamais dit. Elle m'a jamais dit, ah Joséphine, dis donc tu serais bien si t'étais mince. Mais je le sentais que finalement, si elle voulait qu'elle me trouve belle, bah peut-être que c'était mieux d'être plus mince. Donc peut-être que je me suis moi-même aussi mise dans cette position-là pour qu'elle me trouve magnifique. Tu vois, c'est pas que la société, le fait que je voulais faire du mannequinat à l'époque, c'était aussi parce que je me disais que ma mère, qui elle-même étant entourée de mannequins toute la journée, c'était son travail, me trouverait aussi magnifique si j'étais mince. Donc c'est tout ce truc-là qui se joue derrière, je pense. Et même dans ta famille, il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés. Alors du coup, mais j'ai un frère, du coup, de ma maman, j'ai un frère et une sœur, et les trois, on a des problèmes alimentaires. Donc tu vois, c'est quand même pas un hasard quand t'es 3 sur 3, c'est qu'il y a forcément un nœud, un noyau, tu vois, et le nœud, c'est notre mère. Donc parce qu'on on n'a pas les mêmes papas avec mes frères et sœurs, on a notre mère en commun, et c'est marrant, on a tous ce problème-là différents. Ma sœur, elle a été, pour le coup, elle dans l'autre sens, ma sœur a été depuis tout bébé boulimique, donc obèse morbide, hein, carrément. Obèse Depuis à bébé? l'américaine. Ouais. Pendant 16 ans. Mais vraiment, tu sais, les caricatures aux States, hein. Ce level de grosse. Et elle est devenue anorexique dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle, un jour, alors je sais plus exactement, je pourrais pas te dire le déclic, mais elle a eu un déclic. Elle est devenue anorexique et elle s'est mise, elle non plus, elle ne vomissait pas. Elle partageait la même phobie que moi du vomi. Donc elle a fait finalement comme moi. Sauf que pas dans le même ordre, parce que moi j'ai jamais été grosse avant de, et elle est devenue anorexique quasi du jour au lendemain. Elle est devenue très très maigre. Alors elle, pour le coup, beaucoup plus longtemps que moi, parce que moi ça dure à peu près 2 ans. Et ma sœur est pendant des années. Aujourd'hui, elle a 10 ans de moins que moi, elle a 30 ans. Donc, on va dire qu'elle a eu peut-être, presque 10 ans non, un peu moins, peut-être, d'anorexie totale. Elle est repassée par une phase. Elle, c'est très émotionnel, pour le coup. Elle, c'est la nourriture qui va compenser et apaiser quelque chose de l'ordre du mal-être, etc. Et en fait, depuis, elle me dit, c'est marrant parce que, donc elle a eu une phase où elle a repris du poids parce qu'elle était avec un homme et que ça se passait bien et qu'elle était bien heureuse dans un truc, elle avait trouvé une voie de quelque chose qui la nourrissait autrement. Et récemment, je l'ai revue, parce qu'on ne voit pas non plus énormément, et elle avait remaigri, j'ai retrouvé et d'un coup j'ai fait, ah, là de nouveau, et elle me dit, bah elle avait un projet qui était tombé à l'eau et elle était on va dire dans une mauvaise période par rapport au fait que son projet n'avait pas abouti, qu'elle était plus portée par quelque chose et plus, on va dire, nourrie par un projet. Et elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit, bah écoute, je me rends compte que je rebascule dans des crises d'anorexie quand ça ne va pas, quand je ne suis pas épanouie. Bon, c'est assez classique au final, mais donc du coup elle fluctue selon son épanouissement personnel dans des périodes de plus ou moins d'anorexie. Et peut-être que si d'un coup un truc se fait positif pour elle, elle va peut-être, et je lui souhaite, repartir vers un équilibre. Bon, on n'est pas dans un équilibre, dans tous les cas c'est encore problématique, mais je lui souhaite de pouvoir être nourrie par d'autres choses, parce que c'est très important aussi symboliquement. Moi aussi, Ouais. pourquoi j'ai moins de problèmes aujourd'hui? Parce que je m'épanouis extrêmement professionnellement, personnellement, en tant que femme et en tant qu'artiste. Je pense que si j'étais pas là où, enfin sur le bon chemin, en tout cas de là où je veux aller, je serais peut-être encore vachement plus dans un truc aigu, hein, je pense. Ouais, c'est sûr, hein, de l'émotionnel Ah et oui, oui, ça joue l'accomplissement. énormément. Bah oui, c'est quand on dit on est nourri par des choses, c'est aussi ça. Ça me remplit en fait des endroits qui me donnent du coup tellement d'apaisement que j'ai moins besoin de me réfugier dans ces problèmes en fait. Et est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à donner à des jeunes filles ou plus ou moins jeunes, mais des femmes qui sentent qu'il y a quelque chose qui est un peu déréglé avec la nourriture ou...
Mais déjà, est-ce que là, c'est aussi une question que je vous pose, mais est-ce que vous trouvez pas, parce que moi, j'étais la génération où j'ai commencé à avoir des problèmes, c'était la génération Kate Moss, tu vois, c'était la génération les mannequins brindilles, etc. Maintenant, depuis quelques années, on est quand même d'accord, je parle quand même dont une boumeuse, mais que maintenant, quand même, c'est vachement les formes qui sont valorisées dans la société. Depuis les Kim Kardashian, etc. Tu vois, beaucoup les Nicki Minaj, enfin, tu vois, toutes ces femmes qui sont powerful, même les Beyoncé, etc. Aujourd'hui, je vois vachement plus de jeunes filles qui ont des formes et qui mettent, tu sais, qui les mettent en valeur. Vraiment, tu vois, des leggings, des trucs où elles vont mettre leur volume en valeur, alors qu'avant, il fallait complètement pas du tout, il fallait les cacher. Est-ce que ça n'aide pas déjà la société, de manière plus large, à valoriser au contraire les formes aujourd'hui? Hormis le côté body positive, c'est qu'il y a depuis quelques années, bon, qui est encore un peu hypocrite, tu vois, tous des trucs un peu marketing, du genre, on met une grosse dans la pub pour faire genre, on aime tout le monde. Ça, je suis toujours un peu sceptique, moi, avec tout ça. Je trouve que 2 fois sur 3, tu vois, qu'il y a marqué opération de com, on veut vendre plus de produits, tu vois. C'est rarement, il y a des marques pour qui c'est sincère, hein, je trouve, mais pas toutes. Donc, il y a ce truc-là, mais c'est toujours mieux. Au moins, c'est bien, parce que ça veut dire que ça montre dans le paysage que toutes les femmes, les vraies femmes, elles sont comme ça. Mais, est-ce que tout ça, ça n'aide pas déjà aujourd'hui la société et les jeunes filles à avoir moins de la corde sensible sur putain, il faut que je sois mec parce que c'est la fille de cette pub qui incarne la beauté absolue. Je me rends pas compte, tu vois. On en parlait la dernière fois justement avec Lola. Et elle disait que le truc, c'est que effectivement, mais c'est toujours des modes, quoi. Tu vas passer de Twiggy à Marilyn Monroe, après machin. Et là, on redescend quand même un peu dans la maigreur. On y retourne un peu. Parce qu'il y a quand même un peu un âge d'or où voilà, bah, t'imagines, voilà. Donc, et puis, de toute façon, quand le moment où c'est les gros culs qui d'un coup sont la mode, bah, les meufs qui ont pas de cul, elles sont du coup, complexées aussi. Tu vois, dans les deux cas, t'as des perdantes dans les deux sens. Mais, c'est surtout le problème à l'image aujourd'hui, le rapport à l'image, il est très fort et terrible. Et de plus en plus jeune. Terrible. C'est ça qui est un problème. Je pense que moi, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est justement de s'éloigner du contenu qui va les rendre de toute façon malheureuses. Parce que à la fin de la fin, je suis désolée, mais tous ces réseaux sociaux, et même pour nous, pas que pour les jeunes, ça nous met plutôt dans le mal que dans le bien à la fin. Hein. Ah bah oui, clairement. C'est très très rare que tu ressortes d'une session de binge-watching de réseau et que tu te sentes hyper bien dans ta vie. Il y a toujours un truc qui va te faire te dire que t'es moins bien, que t'es une merde, que pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi toi t'es pas là, c'est quand même toujours fait pour nous foutre dans le puits. Donc moi, c'est ça que je donnerais comme conseil aux jeunes, déjà, c'est de s'éloigner au maximum de cette sphère-là, quoi. Au maximum, parce qu'on sait que c'est impossible d'en être complètement. Si jamais t'es détaché, d'un coup t'es aussi le weirdo du groupe parce que personne n'a pas de réseau non plus. Donc il y a un équilibre à trouver. Tu vas dire bah non, moi j'ai pas de téléphone. On va te regarder comme si c'était un débile. Donc tu peux pas rien. Mais de ne pas être dans ce truc de tous ces filtres, de tous ces retouches, de tous ces trucs qui t'éloignent de la vraie vie, tu vois, c'est être dans le vrai, être dans la réalité, être avec les gens, en fait, parler avec les gens, être dans des vrais rapports, pas être que dans des trucs contrôlés, calibrés, coupés, et illuminés dans un truc où tu dis à la fin, bah, c'est plus la réalité. Moi, je pense que je conseillerais aux jeunes de se voir entre eux, de parler, d'être dans des vrais moments et de se rendre compte que dans la vraie vie, bah, on est tous, en fait, vraiment pas pareil que derrière nos écrans. Ça, c'est un truc de base, déjà, que je conseillerais si je devais avoir, d'un coup, une petite sœur ou un enfant de l'âge d'un adolescent, tu vois. Ça, c'est sûr. Et après, je pense que je reconseillerais ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait de faire très attention parce que les conséquences sont lourdes. Peu importe chaque choix, chaque action faite, de se rendre compte que si on l'a fait, c'est pas pour le résultat immédiat, mais il faut se penser à c'est quoi le boulet que tu vas te traîner toute ta vie. Et quand tu reprends chaque action en disant chaque action, elle compte pour toute ta vie, tu réfléchis peut-être 2 fois avant de la faire. Donc je mettrai en garde sur le fait ça ne sera pas sans conséquences. Est-ce que vous voulez les prendre? Est-ce que vous êtes prête à les prendre pour votre vie? Vous êtes prête à signer pour toute une vie de conflit, de souffrance, de fatigue? Si tu veux, ok, mais tu sais. Moi, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Donc c'est aussi, voilà, informer pour dire, vous le faites en pleine conscience. Tu veux être maigre, à quel prix? Mais voilà. Après, c'est marrant, ça me fait penser comme quand on dit la cigarette, même si t'es jeune, tu sais que c'est pas bon et que c'est pas bon. Mais est-ce que tu t'empêches de le faire aussi? Ça dépend pour quelle raison. Tu vois, moi à l'époque, la cigarette, j'ai jamais fumé. Enfin, j'ai fumé justement une clope parce que je voulais évidemment faire comme tout le monde et essayer. J'ai détesté, j'ai eu la nausée, je me suis allongée, j'avais cru que j'allais crever. J'ai plus jamais touché une cigarette de ma vie. Point barre. Ça m'a pas plu, j'ai arrêté parce que je ne me sentais pas à ce moment-là prise dans l'injonction pour faire comme les autres et être cool et être acceptée par ce groupe-là. C'est pas passé par là pour moi. Donc j'ai eu la chance. Sinon, j'aurais continué jusqu'à temps que ça me dégoûte plus et que je fume comme tout le monde pour être acceptée. C'est toujours pareil, c'est des dynamiques d'acceptation. Être accepté par l'autre. C'est-à-dire que oui, tu sais que c'est pas bon, mais si tu sais que si t'es mince, le mec que t'aimes bien, c'est là qui va vouloir te pécho, tu vas quand même y aller parce que tu veux le mec. Il y aura toujours un lien de causalité avec autre chose à ce moment-là. Mais c'est pour ça c'est là où il faut se dire, attends, mais pause, dézoome. Est-ce que vraiment, de vouloir pécho ce mec-là, ça vaut le coup pour après tout ça, en fait?
Et c'est là où il faut avoir un peu la tête froide. Parce que quand t'es à chaud, bah, tu diras toujours oui, moi je veux le gars, bah, c'est pas grave. Je vais perdre 10 kilos pour qu'il veuille de moi. Imaginons. Même si c'est vraiment une salle, un sale raisonnement, mais on a pu, tu vois, par exemple, bah, pour avoir ça, ou je sais même pas, pour avoir ce rôle, je veux ce rôle-là, bah, il faut perdre, et tu le fais. Mais ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup de toute ta vie derrière, que tu te flingues la santé, le mental et tout? À la fin, franchement, ça les vaut pas, tu vois, mais pour ça, faut avoir la tête froide pour raisonner comme ça. Et quand t'es jeune, en effet, t'es pas non plus dans une sorte de sagesse. Moi, je me parle aujourd'hui à 40 ans. Comme j'aurais aimé me parler à 16 ans, mais est-ce que j'avais la maturité émotionnelle de l'entendre comme ça à 16 ans? Je sais pas. Je sais pas. Et bah, c'est pour ça aussi, il faut se faire accompagner par des thérapies aussi. Tu vois, si on sent qu'on est fragile, tout de suite consulter peut-être quelqu'un pour être accompagné et exorciser aussi tout de suite, tu vois, peut-être des névroses qui s'installent. Ça, c'est sûr. On arrive à la fin déjà. Ouais. Oh là là là. Allez les jeunes, allez les jeunes. Moi, en plus, je suis sûre que c'est pas que c'est plutôt, je pense que c'est des gens de tous âges qui se sont concernés. Hein. Ah ben oui. Ah ouais. Bah, il y a pas d'âge. Hein. Non. On l'a déjà dit. Il y a beaucoup de femmes pour qui ça arrive à la ménopause, l'anorexie. Ouais, parce que aussi, t'imagines la ménopause. Moi, j'entends beaucoup parler en ce moment de femmes qui traversent ça. 2-3 fois là récemment, j'ai eu des conversations avec des femmes qui sont en train de l'expérimenter. Et franchement, c'est traumatisant. Enfin, moi, ça commençait à me foutre les jetons. On a fait une émission sur la ménopause, si tu veux. Il faut que t'écoutes et je le conseille aussi à d'autres qui super. traversent. Il y a 1000 façons de le traverser. J'ai des histoires comme une grossesse. Il y a pas 2 histoires pareilles. Mais il y a des trucs qui se recoupent. Tu dis, waouh, c'est le moment où tu peux aussi, pareil, t'as plus le contrôle, en fait, sur ce que devient ton corps. Et donc, évidemment, peut-être que la seule manière d'espérer regagner un contrôle, c'est de passer dans l'anorexie. C'est horrible, mais je peux comprendre aussi. Je peux tout à fait comprendre le lien. C'est terrible parce que c'est toujours un truc d'extrême. T'as tendance, vous pouvez arriver à faire un truc un peu en paix, un peu sage, un peu ordonné. Parfois, t'as tellement une peur ou un truc, t'es obligé d'être dans un truc, après, dans l'émission, on disait que ça se préparait vachement en amont et pas que quand ça tombe dessus, c'est beaucoup plus compliqué comme tout. Mais là, si le préparer en amont, même à partir de la fin de la trentaine, début 40 ans, se dire même si ça arrive à 50, en se préparant il y a plein de petits conseils, il y a plein de choses à revoir, à aller chercher. Quand tu commences à sentir des symptômes, tu veux dire? Non, pas forcément. Non, même pas. Même avant, pas forcément. parce que t'as la préménopause où t'as quasiment pas de symptômes, en fait. Et ça arrive durer longtemps, d'ailleurs. Ça arrive une dizaine d'années. Quoi? Si ça se trouve, on est toutes en préménopause, là. Mais bien sûr. Mais oui. Mais c'est pas grave en même temps. Ah bah non. Mais c'est juste que si on peut appliquer déjà des choses qui peuvent te permettre d'y arriver plus doucement, c'est clair que c'est hyper positif. Ouais. T'écouteras l'épisode, je te jure, à la fin, tu diras, vivement la ménopause, c'est ok. C'est vrai, c'est cool. Oui, c'est le nouveau printemps. Trop bien. Oui. Elle appelle ça le nouveau printemps, la middle life. Et elle adore. Presque elle parce qu'elle l'a su aussi le prendre justement dans le bon. Exactement. Ah bah oui, ça c'est sûr que je vais m'en inspirer parce que je le conseillerais à des gens aussi qui le traversent, qui le prennent un peu tard, mais à qui ça fera. Elle a écrit un super bouquin qui s'appelle Ménopause, Métamorphose, qui est vachement bien. Ouais. Ok. Ben merci Joséphine en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis nous on se dit à très vite. Voilà. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.